Je vais appeler sur scène les prochains, donc Nofel, Annie et Charlène, qui doit être par là. Merci, merci Annie, merci Nofel et merci Charlène de vous joindre à nous là pour partager l'expérience BPCE. Je vais d'abord vous demander de vous présenter en 1 minute. Donc, honneur à toi, Annie, si tu peux nous dire qui tu es. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Annie Depont, je suis responsable du département développement des compétences et expertise de gestion au sein du centre d'expertise et de relations clients chez BPCE Vie, donc métier assurance de personnes dans le pôle assurance. Et donc le centre d'expertise et de relations clients, plus simplement appelé CERC, est une direction d'environ 300 collaborateurs qui ont en charge la gestion des contrats, mais également la relation client téléphonique des clients, des banques populaires et des caisses d'épargne. Parmi mes missions, j'ai la charge de développer le déploiement de l'IA générative auprès de ces collaborateurs. Merci Annie. Nofel. Bonjour à toutes et tous, et puis merci pour cette invitation à Zelrose. Donc moi je suis Nofel Gouli, je suis directeur général délégué au sein de BPCE Assurance, BPCE Vie, donc effectivement comme le disait Annie, métier assurance de personnes, et en particulier je supervise toutes les activités qui supportent notre développement commercial et notre efficacité opérationnelle. Donc ça couvre les activités du CERC dont Annie a parlé, toutes les activités technologiques, que ce soit IT, data et donc IA générative, les sujets aussi autour de l'expérience client au sens large, expérience utilisateur. Merci Nofel. Et Charlène. Donc, bonjour à tous, Charlène Berthier, je suis responsable du Customer Success chez Zelrose. Donc, qu'est-ce que c'est le Customer Success? C'est les équipes qui accompagnent nos clients sur le déploiement et l'utilisation de nos solutions. Et j'accompagne à ce titre depuis 2019 BPCE et notamment Annie sur le déploiement de diverses choses. Alors, première question pour toi, Nofel. Quelle a été la genèse de ce projet? Comment ça s'inscrit dans l'histoire de notre partenariat? Exactement. Puisque nous nous réjouissons d'avoir BPCE comme client depuis 2017. Exactement. Zelrose a été créé début de 2016, donc voilà, ça donne l'historique. On sait détecter les bonnes pépites, les belles pépites. C'est gentil. Hein Donc voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où ça vient, comment c'est né? Alors, il y a en fait une double temporalité. Il y a déjà notre partenariat avec Zelrose, à travers de multiples projets, mais notamment un projet qui est la constitution de ce qu'on appelle ANA, pour faire très simple, c'est notre knowledge bot. Alors, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que c'est plus qu'un bot autour des bases de connaissances. C'est pour nous une base où on partage nos savoirs et nos savoir-faire. Avec vraiment cette notion d'avoir un outil pour l'usage du quotidien de nos collaborateurs. Et ça, en fait, on l'a mis en place depuis 2019. Donc, on a déjà la constitution d'un asset solide autour des savoirs et des savoir-faire au sein du CERC. Donc, ça, c'est le premier élément. Et on est arrivé à maturité en fait sur cette, on va dire, je vais l'appeler base de connaissances, mais globalement en 2022-2023, ce qui nous a permis de dire maintenant on peut aussi déployer cette base de savoir et de savoir-faire à certains collaborateurs de nos réseaux, des caisses d'épargne et des banques populaires. Donc on a un asset de savoir et de savoir-faire qui est très solide. Et puis effectivement, comme tu le disais, est arrivée l'IA générative. Alors effectivement, comme tu le disais, l'IA générative, c'est une rupture. Alors c'est une rupture pas d'un point de vue technologique, parce que finalement, les sujets sous-jacents qui supportent en fait finalement ce qu'on a, ça existe déjà depuis au moins 5 ans. Mais c'est l'accessibilité. Effectivement, le parallèle que tu faisais avec l'électricité est très juste, ou avec Internet. En fait, ce qui a changé la donne à l'électricité, c'est la création de la première centrale électrique. Ce n'est pas tellement la création de l'électricité, c'est une centrale électrique qui a donné accès à l'électricité
au commun des mortels. Et Internet, ça a été Windows 95, les modems pour les plus anciens d'entre nous. C'est ça qui a généralisé, qui a créé en fait cette rupture. Et c'est effectivement ChatGPT qui est arrivé et qu'on a regardé au départ, nous, en se disant, et en fait, c'est l'usage, l'accessibilité finalement de cette technologie assez simple. Et moi, je reste quand même... je vais répondre à ta question, hein, mais je reste... parce qu'en fait, on a une vision très entreprise aujourd'hui, et effectivement, on a assez tendance, et c'est normal, en particulier dans nos métiers de banque et d'assurance, attention les risques, etc. Mais pour le commun des mortels, moi, aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, je trouve qu'il y a une appropriation quand même déjà de cette technologie qui est... et je vois déjà des gens qui commencent à critiquer, qui ont un regard critique sur les sujets. J'ai envie de dire, attendez, vous voyez ce qu'il y a derrière quand même, ce à quoi ça répond. Donc il y a en fait une diffusion au sein de la population qui est quand même assez fulgurante et qui nous oblige, nous, entreprises, à créer finalement, et là je reviens au sujet de l'expérience utilisateur, à nous aligner finalement avec les usages qu'il va y avoir au niveau du public. Donc assez vite, nous, au niveau du groupe BPCE, de manière globale, on a regardé les premiers mois, un peu comme tous on va dire les banques assureurs, les assureurs, les banquiers. Et puis on s'est dit, maintenant il faut se positionner sur le sujet, il faut avancer. Donc au niveau du groupe, on a lancé des initiatives autour de l'acculturation. On a fait un peu le tour de nos différentes filières, dont BPCE Assurance, pour se dire, c'est quoi les cas d'usage. Et donc finalement, ces deux éléments temporels font qu'assez vite à l'été, nous, on s'est dit, si on veut lancer quelque chose de concret, de rapide, on a un asset aujourd'hui qui est là, qui est notre base de savoir et de savoir-faire, sur lequel il y a un bot. Je caricature, mais globalement, c'est un peu ça. On remplace le bot actuel, la base de connaissances, elle est là, et puis on vient plugger de l'IA générative. Ça a été assez rapide, puisque globalement, en 3 mois, on a été en capacité de mener tout de suite déjà des tests techniques sur le sujet, et puis je pense que 2 mois après, donc c'est-à-dire fin d'année dernière, on s'est dit on va lancer maintenant des phases de recettes fonctionnelles avec des personnes qui sont très expertes, et puis là alors assez vite on a plugué cette base on est globalement assez vite passé en prod, et aujourd'hui on a je ne vais pas dire on n'est pas les seuls, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas, on a ce qu'on appelle, nous, Anna Q&A, qui est notre IA génératif, qui est plugué sur notre base de savoir et de savoir-faire de production, qu'on commence à alimenter, pour lesquels on a déjà un premier panel d'utilisateurs qui sont, on va dire, les experts et ce qu'on appelle les ANA Partners, qui sont globalement nos ambassadeurs sur cette base de savoir et de savoir-faire. Et puis notre objectif, pour aller au bout de l'histoire, c'est d'avoir déployé à cette fameuse population de 300 collaborateurs ce ANA Q&A, donc cet ANA en IA générative, pour la fin d'année. Donc là, on va progressivement, de manière incrémentale, déployer de plus en plus cet outil avec une vraie logique, et ça je pense que Annie en parlera mieux que moi. Je pense qu'après, et c'est vraiment le point, c'est pas l'IA générative qui vient nous imposer la façon dont on doit travailler, etc. On a une IA générative, nous aujourd'hui on a nos usages, et c'est bien, et je pense que c'est le gros travail qui a été fait, c'est de dire finalement comment on vient faire évoluer nos usages aujourd'hui de cette base de savoir-faire, de savoir et de savoir-faire grâce à l'IA générative, et comment on vient apporter une meilleure professionnalisation, parce que c'est bien l'objectif de cette base de savoir et de savoir-faire, c'est de professionnaliser nos collaborateurs avec... moi, parce que je suis évidemment le projet, et je me rends compte que il faut qu'on adapte, et notamment il faut qu'on adapte par rapport aux populations, parce qu'au sein du CERC, c'est des professionnels, c'est pas des populations grand public qui connaissent absolument pas l'assurance, etc. Néanmoins, on a des profils qui sont différents, et le sujet, c'est comment je m'assure qu'une solution unique puisse répondre aux débutants comme à l'expert. Le débutant peut probablement qu'il va vouloir quelque chose de plus verbeux, de plus détaillé, de plus pédagogique.
l'expert, il va straight to the point. À la limite, le verbiage, quand on lui parle, il dit bon, moi, ça ne me fait pas gagner forcément en productivité. Par contre, derrière, le fait de savoir, d'arriver assez rapidement à l'information avec une synthèse qui est claire, avec parfois, certaines fois, en fait, honnêtement, l'IA générative, on ne s'appuie pas dessus et on va directement, enfin, pour quelqu'un qui est très expert, il peut vouloir aller directement, en fait, à une procédure, à un processus. Donc c'est bien. Je te coupe voilà. parce que sinon tu vas dévoiler toute la suite de la. Je suis intarissable sur le sujet, mais donc, Annie en dira plus. Mais voilà, c'est une bonne transition avec Annie. Voilà, donc toi tu représentes les utilisateurs. Déjà, comment ton service a accueilli l'idée de cette nouvelle version de la solution qui était mise à disposition par Zelros? Notamment, je sais que vous êtes très occupé, puisque c'est vous qui gérez toutes les réponses à tous vos clients. Donc, quand on vous dit tiens, on va tester une nouvelle solution, ça ne vous fait pas forcément bondir. Mais comment vous êtes organisé et quel intérêt vous y avez vu en fait? Réponse, comment mon département a été très enthousiaste et très fier à l'idée de ce nouveau projet. Ils assurent au quotidien la maintenance et le développement d'Anabot, version NLU depuis 2019. Et de ce fait, qu'elle soit éligible à l'IA générative, c'est une reconnaissance et un gage de confiance de leur entreprise. Donc ça, déjà, c'est important. En termes d'organisation, dès le début du projet, dès la phase de cadrage, on a identifié et anticipé les besoins. On a identifié deux périodes d'intervention, chacune de 3 semaines. Donc sur la première période, mon équipe est intervenue. J'ai libéré un éducateur de bot et une experte métier. Ils ont remonté leur constat à Zelros. Zelros, de façon très agile, a apporté des améliorations à l'outil avant qu'il soit éprouvé pendant la seconde phase d'intervention, là par les ANA Partners, c'est-à-dire les ambassadeurs, une dizaine de collaborateurs identifiés au sein du CERC, qui là, à nouveau, ont fait leur constat à Zelros. Et je dirais que l'intérêt que l'on voit dans l'outil, c'est de maintenir ANA au meilleur niveau de technologie. Avec cette technologie très performante, on va pouvoir identifier de nouveaux usages, apporter de nouveaux services à nos utilisateurs. Et puis, ce qui est intéressant, c'est la console d'administration qui a une ergonomie beaucoup plus simple que celle que l'on utilise actuellement avec la version NLU. Merci Annie, très intéressant. Du coup, Charlène, cette solution, tu peux nous en dire plus? À quoi ça ressemble et en quoi il y a un caractère innovant avec ces LLM? Alors, peut-être que tu as des slides, mais voilà. Je vais faire une petite démonstration. Ce sera toujours plus parlant que les mots. Ce que je vais vous montrer, c'est 2 cas d'usage parce que au cours de l'expérimentation et des tests qu'on a fait avec BPCE, on a éprouvé effectivement la technologie, l'IA générative, mais aussi et avant tout l'UX, parce que l'idée c'est effectivement que la technologie soit efficace, mais aussi que ce qu'on propose permette vraiment aux utilisateurs de gagner du temps. Et donc, l'idée, c'est d'activer la technologie au bon moment et de façon efficace pour faire gagner le plus de temps possible. Je vais vous faire une petite démonstration, peut-être juste aussi en un mot. Ce que vous voyez ici à gauche, c'est... qui est illisible. Oui, mais vous le verrez en plus gros. Ce que vous avez à gauche, c'est la vue des utilisateurs, et ce que vous avez à droite, c'est la vue administration, c'est le studio, parce que c'est une révolution pour les utilisateurs, mais ça l'est aussi pour les administrateurs, parce que d'une technologie assez complexe à maîtriser pour un éducateur, le NLU, le NLP, on passe à quelque chose de plus fluide, qui recentre l'expertise des équipes d'Annie sur la production de savoir et pas la maîtrise d'une technologie complexe qui était le NLP.
Donc, deux cas d'usage. Le premier, je vais vous le présenter avant de faire la démonstration parce que je ne vais pas pouvoir tenir le micro. Le premier, je te le passe après. Le premier, vous allez voir, c'est un cas d'usage simple. Comme le disait Nofel, on a vraiment travaillé l'UX pour adapter les besoins. Et donc, dans le premier cas d'usage, on va se mettre dans la peau d'un conseiller qui a reçu un avis tiers détenteur, donc une demande de prélèvement de l'administration fiscale. Et il sait déjà qu'il existe une procédure, il veut juste accéder à cette procédure, et donc il va la chercher. Et dans le deuxième cas d'usage, vous allez voir, c'est quelque chose plutôt centré sur l'IA générative, avec une question complexe et une réponse précise attendue. C'est démo live, hein, donc c'est toujours le moment un petit peu crucial où on se dit est-ce que ça a marché en live? Alors, le premier cas d'usage, Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Zelros, donc là, je quitte mon rôle de modérateur, je reprends mon rôle Zelros. Ça, c'est ce que nous appelons notre web app. Tout à l'heure, François nous a parlé de l'intégration de Zelros dans un outil existant. Nous avons aussi un mode qu'on appelle standalone web app. Et là, c'est ce que Charlène vous montre. Tout à fait. Donc, premier cas d'usage. Je sais qu'il existe une procédure. Plutôt que d'aller la chercher dans une arborescence complexe où il faut ouvrir plusieurs menus et naviguer dans un intranet peut-être complexe, je pose ma question assez naturellement. Je ne fais pas forcément attention si tout est très bien écrit. Et je vais pouvoir retrouver ma procédure et la consulter tout simplement et la suivre étape par étape. Ce qui est aussi intéressant, c'est que, c'est la force aussi du moteur, c'est qu'on a accès à une base de connaissances très riche, des milliers de documents qui eux-mêmes me donnent accès à une arborescence assez complexe. Et par exemple, ici, en activant, là, je vais avoir accès directement à un document qui est un mail pré-rempli pour répondre à mon client et suivre la procédure. Donc, premier cas d'usage, assez simple. Je cherche un document, j'y ai accès et je ne perds pas de temps. Et c'est vraiment cette notion d'UX qu'on a vraiment travaillé avec BPCE. Deuxième cas d'usage, et c'est là que l'IA générative apparaît. Là, il faut déjà être expert d'assurance vie. Hein. Alors, je peux lire la question dès qu'elle va se réafficher. Alors, la question, c'était mon client est un client sous tutelle. Peut-il souscrire à un contrat d'assurance vie? Et si oui, son tuteur peut-il être le bénéficiaire? Donc là, vous voyez, j'ai besoin d'une réponse assez précise. Je ne veux pas lire toute la documentation sur le sujet. Je veux savoir oui, non, si c'est possible pour les deux questions. Et c'est ce que je vais retrouver. Donc la réponse est oui. Et si je lis plus en détail, je vais savoir que le tuteur peut être le bénéficiaire, mais c'est soumis à validation du juge. Et donc, je vais retrouver le détail de ma réponse très précise. Et voilà. Et ce qui est important et ce qui est vraiment la base de ce qu'on a fait, c'est que oui, c'est de l'IA générative, mais c'est de l'IA générative sécurisée et contrôlée. C'est fait sur la base de documents validés, sélectionnés, écrits par les équipes d'experts d'ANI. Ce que vous voyez au-dessus, les diverses sources qui ont permis de générer cette réponse et donc de contrôler et de maîtriser ce qui est fourni et les réponses qui sont offertes à mes conseillers. Donc il y a vraiment deux choses ici. Une UX qui est là pour faire gagner du temps et activer l'IA générative quand elle est utile, et surtout une base contrôlée, sécurisée. Alors. Merci Charlène. Annie, donc là, Nofel a dit,
Vas-y, Juste je t'en pour prie. compléter les propos de Charlène, le fait d'avoir construit le ANA IA sous cette forme-là permet de répondre à l'ensemble des collaborateurs du CERC, à savoir pour ceux qui sont au téléphone à la relation client, ils vont plutôt s'intéresser à la réponse synthétique pour apporter rapidement la réponse au client, alors que le collaborateur expert qui sera en train d'étudier un dossier de gestion, il aura peut-être besoin d'aller vers les sources pour pouvoir aller plus loin dans la réponse qu'il apportera à son client à travers une demande d'information, d'une réclamation ou juste un règlement de succession en fait en fonction de la thématique du dossier. Ben, c'est un petit peu ce que j'allais te demander, Annie. Donc là, on a commencé à mettre en production et puis vous allez déployer. Qu'est-ce que tu fais à ce stade-là comme bilan? Quels sont les feedbacks des premiers utilisateurs? Comment tu vois les prochaines étapes? Voilà, si tu peux nous en dire quelques mots. À ce stade, je dis que c'est une réussite et qu'elle mérite, ce projet mérite d'être poursuivi et d'aller jusqu'à une généralisation jusqu'à nos distributeurs, Caisse d'épargne et Banque Populaire. Oui, parce que c'est là qu'est le Graal. Partout. En termes de feedback, je dirais que celui qui revient le plus souvent, c'est que l'outil répond correctement, que la formulation est de qualité, qu'elle peut être reprise en l'état par les collaborateurs et l'outil ne fait pas de faute d'orthographe. Et ça, c'est très important. Et les prochaines étapes, j'en vois 3. D'abord, la poursuite d'un déploiement progressif qui va nous permettre d'ajuster. En fait, on va régler les boulons avec Zelros. Ensuite, de se doter des conditions d'une montée en compétences des éducateurs pour justement maîtriser cette console d'administration. Et enfin, d'assurer une conduite du changement et des usages pour les utilisateurs, notamment par l'apprentissage au prompting. Voilà un petit peu le résumé de ce que l'on va faire dans les prochaines semaines. Ouais, merci beaucoup Annie. Et peut-être Nofel pour conclure et peut-être redonner, je ne sais pas, une vision d'ensemble, parce que voilà, je sais que le groupe BPCE, tu l'as dit, vous vous êtes emparé de ce sujet. Je pense que ça part... voilà, il y a plein d'idées, il y a plein d'acteurs. Comment tu valorises ce que nous avons fait ensemble? Je crois que tu appelles ça une démarche MVP. Voilà, si tu peux nous redire comment ça s'inscrit dans la stratégie BPCE. Alors bon, déjà, en fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on voit là, en fait, l'effet waouh, finalement, de ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas un effet waouh au sens où tout d'un coup, l'utilisateur, il n'arrive pas sur quelque chose de nouveau, de complètement évidemment. On va faire de la formation au prompting, etc. Mais entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a aujourd'hui et ce que tous nos collaborateurs vont avoir, il n'y a pas une rupture, il n'y a pas une conduite du changement énorme à faire. C'est quelque chose qui s'intègre. Je pense que vraiment ce sujet d'expérience utilisateur a été un facteur de réussite très important. Et je pense que sur tous les projets, c'est ça qu'il faut avoir. Il ne faut pas aller chercher la rupture pour l'utilisateur, la nouveauté. La nouveauté, en fait, c'est qu'il y a une continuité dans finalement l'appropriation de l'outil avec évidemment un bénéfice qui est constaté. Voilà, par nos utilisateurs. Donc ça, c'est important. Et pour revenir à ta question, c'est vraiment la démarche dans laquelle on veut aussi s'inscrire. Donc à l'échelle du groupe BPCE, ça c'est important. Enfin, on a un groupe de plus de 100 000 personnes. Alors comme on l'a dit, il y a les caisses d'épargne, les banques populaires, plus d'autres aussi. Il y a la Bred, il y a Honnête, etc. Et puis, il y a les filières, les différents métiers. Donc, on a, sous la responsabilité d'Yves Tirode, qui s'occupe chez nous du pôle Digital and Payment, et en particulier de Luc Barneau, qui est notre CDO, une initiative autour de l'IA générative à l'échelle du groupe pour fédérer évidemment tous les usages et puis de se dire sur un groupe comme le nôtre, puissant comme le nôtre, évidemment c'est de capitaliser les uns les autres sur les savoirs, les savoir-faire, les réalisations et les assets à l'échelle du groupe. Et donc ce qu'on fait là, c'est regarder aussi
évidemment au niveau du groupe. Et puis nous, côté BPCE Assurance, évidemment, on regarde ce que fait le groupe et on s'inscrit dans les initiatives du groupe, mais ça ne nous empêche pas de nous dire on a aussi nos spécificités, ce qu'on souhaite faire. Donc on a déjà des cas d'usage aujourd'hui qui sont assez concrets. C'est pour ça qu'en même temps c'est important que Annie en parle, puisqu'on est là dans le concret, dans le terrain, et Annie elle passe beaucoup de temps à faire de l'opérationnel en plus de effectivement faire ses projets, et surtout beaucoup d'opérationnel plus que de projets. Donc ça c'est important, nous, d'être au plus proche du terrain et des irritants. Et donc on a des sujets autour des réclamations, autour de la gestion des incidents, où on peut exploiter évidemment l'IA générative. On a des sujets autour de l'exploitation documentaire pour tout ce qui est production, analyse et production réglementaire. On est aussi une boîte qui avons une activité en termes d'investissement qui est importante, donc aussi tout ce qui est analyse de nos différents providers financiers. C'est important d'utiliser cette technologie-là qui est un accélérateur, encore une fois, qui va pas... L'idée, c'est pas d'amener une révolution dans l'usage et d'avoir tout d'un coup un nouvel usage, une nouvelle façon de traiter le sujet. C'est vraiment que les gens se disent, voilà, avec ça, j'accélère. Et ça, c'est vraiment notre axe principal. L'autre sujet, et on pourra me poser la question, c'est le client dans tout ça. Et ça, je pense que, on est une entreprise réglementée, très réglementé, probablement, un secteur d'activité probablement le plus réglementé, au moins en France. Et on est quand même vigilant. Hein, on évoquait tout à l'heure le sujet des risques, etc. Et quand j'en discute aussi avec d'autres banques assureurs, d'autres banquiers, à ce stade, même si ça peut aller très vite, à ce stade, on n'expose pas directement l'IA générative à nos clients pour plein de raisons, parce que là, il y a quand même un sacré travail et il y a toujours cette notion d'avoir un regard critique sur les réponses qui sont apportées. Donc à la limite, nous, quand on a un collaborateur, s'il est expérimenté, il arrivera assez vite à détecter les incohérences, et on a ce travail-là autour des hallucinations, des ambiguïtés, etc. Donc ça, on fait ce travail. Et ce travail-là, pour le client, on va attendre encore un petit peu. Voilà, ça peut être quelques mois, parce qu'on voit bien que ça avance très vite. Donc aujourd'hui, on est concentré, on va dire, plutôt sur nos collaborateurs. C'est que finalement, comment on améliore l'expérience client, l'expérience de nos collaborateurs, pour indirectement, finalement, amener plus d'efficacité et une meilleure expérience à nos clients. Quand j'évoque le sujet des réclamations, des incidents, évidemment, c'est accélérer et avoir quelque chose de plus qualitatif pour nos collaborateurs, qui évidemment ensuite le répercute côté client. Super. Est venu le moment des questions. Donc c'est moi qui porte le micro. Est-ce que j'ai des questions dans la salle ? Je viens après. Merci. Bonjour, Baptiste Offray chez Cardiff. Comment vous contrôlez que la réponse apportée par l'IA est en ligne avec avec vos règles assurantielles ? Alors comme ça, vas-y, réponds. Tu vas apporter une meilleure réponse que moi. Alors, on n'a pas montré, Charlène, c'est que le collaborateur a la capacité de dire qu'il est satisfait ou non satisfait de la réponse apportée. Alors, comme le disait Nofel tout à l'heure, on a quand même des collaborateurs qui connaissent l'assurance. Et on ne met pas l'outil à date entre les mains des nouveaux arrivants. On est vraiment sur une population. C'est pour ça qu'on met en place un déploiement progressif. Et on a fait des tests de 3 fois 2 semaines avec des utilisateurs experts qui pouvaient vraiment jauger, et des partenaires qui sont des conseillers du quotidien. Et on leur a fait effectivement noter plus de 300 questions. On n'a eu aucun contresens. Ce qu'on a eu, et on avait fait des ajustements, c'est des réponses courtes qui nécessitaient d'être complétées, et c'est pour ça qu'on met bien les sources pour que, dans le cas que j'ai eu,
L'outil me répond oui, non, tu peux pas. Et un conseiller, il a besoin potentiellement d'avoir tous les détails des exceptions. Et donc, ces 20%, c'est des gens qui voulaient plus de détails. Donc, on leur a bien mis les sources pour qu'ils puissent aller lire plus en détail le cas d'exception très précis qu'ils cherchaient. Mais au cours des 500 questions qui ont été posées, comme c'est vraiment très contrôlé, on se base sur les milliers de documents BPCE, sachant que ça ne répond pas si c'est hors sujet. Si on lui demande l'âge du président, il ne va pas répondre. Et il répond vraiment dans un contexte assurantiel, toujours sourcé. Très important, la source. Voilà, et je pense que Christophe, il reviendra dans la conclusion de la matinée. On fait ce qu'on appelle le grounding des LLM. Alors, c'est un terme technique, mais ce n'est pas le LLM grand public que vous pouvez utiliser, ChatGPT en ligne. C'est un LLM qui a été groundé dans un contexte BPCE. Donc, il ne pourra pas répondre à côté de la plaque, si vous me permettez de l'expression, parce que justement, il est limité dans le périmètre BPCE Assurance. Je passe la main à la prochaine question. Notre force, c'est vraiment cette base de connaissances qui est contrôlée au quotidien par les éducateurs. Donc, il n'y a pas de rupture. On sait que l'information est toujours à jour, ce qui améliore la réponse de l'outil. Question suivante. Bonjour, cette question c'est plutôt pour Charlène. En parlant précisément de la base de connaissances, est-ce que Zelros peut extraire des données non... j'ai oublié les mots, mais des données comme des vidéos, des images, des tables, aussi que du texte? Alors, c'est très intéressant. Déjà, peut-être pour répondre, il y a deux façons de remplir la base de connaissances. La première, c'est d'écrire directement, d'écrire et de décrire les procédures. La deuxième, c'est de charger des documents que vous auriez déjà, des PDF, ce genre de choses, qui vont être consommés par la plateforme et qui vont pouvoir permettre de générer des sources documentaires. Et effectivement, là, on a la possibilité de rendre les connaissances vivantes avec des images, des tableaux, de la mise en forme, des choses comme ça, évidemment. Bonjour. Kéris, bravo d'abord pour cette réalisation. J'ai deux questions. La première, vous avez parlé d'apprentissage des prompts. Donc ce sont des formations dédiées ou c'est au coup par coup sur le terrain? Alors sur le sujet du prompting, là on s'inscrit aussi dans le déploiement et l'acculturation que j'évoquais tout à l'heure à l'échelle du groupe. Donc il y a une initiative groupe d'acculturation autour en fait finalement de ces outils LLM, et au niveau nous de BPCE Assurance, on a considéré également qu'il fallait au-delà de ce qui est fait par le groupe, mettre en place une formation. Enfin, le cœur du sujet, on s'est dit pour les utilisateurs, c'est le prompting, et on le voit très bien en fait entre finalement ce qu'on appelle le HANA Prod qu'on a aujourd'hui, NLU, et le HANA Q&A. En fait, c'est pas tout à fait la même façon de poser des questions non plus. Et on le voit bien c'est pour ça que je disais, c'est vraiment un sujet d'expérience utilisateur. Dans les premiers usages, en fait, on attendant un peu comme on l'a fait quand on a pris la première fois ChatGPT, on posait une question à la Google, hein, et là on se disait mais c'est quoi cette bêtise qu'il nous dit, et on s'est rendu compte qu'il fallait probablement être un peu plus précis, mettre un petit peu plus de mots dans notre question. Donc assez vite on s'est rendu compte qu'il fallait former au prompting, donc on a mis en place un programme. Donc là c'est à l'échelle de BPCE Assurance. On est en train de former tout notre COMEX au prompting. Mais avec des sessions d'une journée, avec un accompagnement avec des champions chez nous, etc. Parce que là, il y a un shift aussi à opérer sur cette façon dont on interagit avec ces technologies. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a aussi la particularité au niveau de l'assurance d'avoir différents métiers. Et je pense que... et donc, on essaie de constituer en fait un référentiel des prompt type. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se dit, quelqu'un qui travaille finalement aux invests chez nous, il va probablement pas poser, et ça c'est plus globalement avec les technologies, il va pas poser forcément la même question
que quelqu'un qui travaille au service juridique ou à notre développement commercial. Et donc au niveau, pour revenir au niveau du CERC et au niveau d'Anna Q&A, il y a aussi effectivement cet investissement à faire sur le prompting et là probablement à décliner aussi en fonction des types de population, gestion épargne, gestion prévoyance, succession, relations clients, où là on est aussi, comme le disait Annie, dans une immédiateté par rapport aux clients. C'est sûr qu'on n'a pas le temps de faire une analyse documentaire, etc. Il nous faut une réponse. C'est pour ça aussi qu'on investit beaucoup, pour revenir à la question précédente, dans cette capacité à être précis et à avoir évidemment quasi zéro hallucination, mais surtout avoir des réponses complètes, concises et pas ambiguës. Donc oui, et ça c'est un investissement aussi dans poser la question. Et tout à l'heure on évoquait le sujet de la voix. Peut-être que demain, c'est peut-être dans quelques mois, c'est typiquement sur des populations type RC, c'est d'avoir de la génération finalement de prompts automatiques suite à l'échange qui est en live. Donc là on est dans du voice to text en live avec le client. Et deuxième question, est-ce qu'il est facile ? Réponse longue. Hein, oui, mais merci, complète, merci. Est-ce qu'il est facile ou est-ce que vous avez eu quelques écueils sur la mesure de l'efficacité, tant du point de vue de la qualité, de comment vos collaborateurs ont pu appréhender cet outil et la partie quantitative? Bref, est-ce qu'ils vont plus vite? Est-ce qu'ils sont beaucoup plus efficaces dans leur quotidien avec cet outil? Ça dépend du type de collaborateur, mais oui. Alors, déjà, comme le disait Nofel, l'outil, il n'est pas nouveau, il existait dans une version NLU. Cet outil, il a trouvé tout à fait sa place puisqu'on mesure, on fait des enquêtes de satisfaction régulièrement. Et aujourd'hui, le NPS de juin était de 57, celui de janvier est de 63. Donc il a vraiment sa place. C'est vraiment un outil de montée en compétence, un outil d'efficacité opérationnelle. Donc là, il n'y a pas de sujet. Le fait de passer à Anna Q&A, au niveau des testeurs, aujourd'hui, ils sont tous satisfaits. En fait, les retours sont très bons. Même si on a des ajustements, ça reste très bon. Et on ne perd pas d'efficacité, au contraire. Par contre, ils ne peuvent plus l'utiliser à la façon Google, ça c'est clair. Donc là-dessus, il va falloir qu'ils apprennent à poser des questions très, très précises. Mais c'est la seule chose que l'on a en écart avec la version précédente. Voilà. Je pense que pour compléter, dans les prochaines évolutions, j'ai évoqué un peu tout à l'heure, c'est qu'il va falloir, puisque c'est un outil qui est à toute notre population du CERC avec des niveaux de compétences différents. Donc encore une fois, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas le même niveau de recherche d'information. On le disait, quelqu'un qui est très expert, honnêtement, ce que va lui raconter en lui disant oui, enfin quelqu'un qui est très expert sur le sujet de la tutelle, il le sait déjà. Donc la réponse, il l'a. Il n'a pas besoin de demander à Anna Q&A, c'est on va dire, ses compétences, sa formation, voilà, donc il le sait. Par contre, potentiellement, il peut avoir sur ce sujet-là besoin d'avoir accès peut-être à la procédure, avoir plus de détails, avoir des sujets autour de la fiscalité, etc. Et donc lui, ce qu'il veut, c'est peut-être que la réponse par rapport à sa question, ça va être oui, pour se dire, ok, je suis sur le bon chemin, et maintenant, vers quel doc je dois aller. Là où quelqu'un qui est plus débutant, lui, il veut effectivement avoir une réponse un peu plus verbeuse, si je puis dire. Et je pense que les évolutions qu'on va devoir faire peut-être demain, et là on revient au sujet d'hyper-personnalisation de tout à l'heure. L'hyper-personnalisation, c'est pas que pour les clients, c'est aussi pour nos collaborateurs. Et demain, c'est d'utiliser l'IA générative aussi pour apporter des réponses en fonction du profil de l'utilisateur qu'on a d'abord chez nous, déjà. Et puis après, évidemment, aussi chez les clients. Une dernière question. Bonjour. Alors, nous, à la Maïf, on utilise également Zelros. On l'utilise un peu à la façon de Groupama, si je cerne bien les choses. Autrement dit, pour l'aide à la recommandation dans le processus, on va dire, de conseil, de vente. On ne l'utilise pas sur le sujet de la documentation technique. La question, en fait, c'est qu'est-ce qui nous amènerait, pour vous, quel est l'intérêt d'utiliser Zelros plutôt qu'une solution que vous développeriez à partir d'un chat GPT, voilà. Pourquoi avoir utilisé Zelros pour l'accès à la documentation technique? Quels sont les grands arguments que vous metteriez en avant globalement sur l'intérêt de cette solution plutôt que de partir sur une solution qui ne serait pas sur étagère?
Alors, deux éléments de réponse là-dessus. C'est le positionnement de Zelros et qui fait qu'on est en partenariat avec Zelros, mais comme vous l'êtes aussi sur effectivement le sujet du moteur de recommandation qu'on a regardé, mais nous la problématique, je fais une petite aparté, c'est qu'on est banque assureur, et donc le conseiller il ne fait pas que de l'assurance, et donc ça posait un sujet après au niveau du groupe plus globalement, je ferme la parenthèse. Donc c'est le partenariat, le positionnement de Zelros en fait sur le secteur de l'assurance. Donc il y a finalement quand on échange avec Zelros et quand on partage nos sujets, on comprend vite, ils comprennent vite et on arrive à se parler vite et aller assez vite derrière sur du concret en termes de réalisation. Donc ça c'est le premier élément de réponse et c'est l'élément qui fait qu'on est en partenariat sur ce sujet-là, mais aussi sur d'autres. C'est que quand on leur parle de nos problématiques, de nos besoins, on a une compréhension et puis ils sont chez nous, ils sont chez vous, ils sont chez Groupama, ils sont chez d'autres. Donc finalement, on a un peu, nous, assureurs, tous les mêmes problématiques et ils fédèrent un peu ces sujets et donc du coup les éléments aussi de solution. Ça, c'est le deuxième point. Et celui que j'évoquais aussi en introduction, c'est que nous, on est parti sur la solution avec Zelros tout simplement parce qu'on avait un asset au départ qui était construit avec Zelros. Si on avait dû repartir sur du chat GPT, etc., déjà les compétences honnêtement sur le sujet aujourd'hui pour le secteur de l'assurance, aller chercher des personnes qui vont faire du chat GPT mais qui sont plus je pense des techniciens plutôt que des personnes qui connaissent en même temps notre métier. Là, on n'aurait pas forcément gagné du temps et puis on a une solution sur laquelle on voulait capitaliser. Moi je ne voulais pas dire c'est très bien, on a fait un ANA, on avait notre asset, on le jette à la poubelle et maintenant on en fait un nouveau. Je voulais vraiment cette logique d'évolution pour nous. Donc il y a une question évidemment aussi de coût. Ça nous a coûté beaucoup moins cher que si on avait dû construire. Et puis aujourd'hui, typiquement, on mène des projets, on veut mener des projets, il y en a qu'on va lancer autour de l'IA générative. Quand vous démarrez from scratch, les prix, c'est pas donné. Donc là, on était vraiment sur un asset existant avec des personnes qui connaissent notre secteur et qui nous connaissent nous. Voilà, tout simplement. Je vous propose je pense qu'il y aurait encore pas mal de questions, mais il reste un petit peu de temps après autour du networking et du café. Là, pour respecter l'horaire, et je sais que vous avez tous des agendas chargés, je vais remercier Nofel, Annie et Charlène. Merci.